Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face et la vérité des chiffres face au mur. C'est ce livre d'Agnès Verdier-Molinier. Bonjour. Bonjour. Directrice de la Fondation IFRAP, auteur donc de ce livre qui est sorti l'autre jour. Alors ce qui est intéressant, c'est que face au mur, vous dites, et ce mur, il est devant nous, dette, désindustrialisation, normes, assistanat, insécurité. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a des solutions pour s'en sortir. À chaque fois, 10 solutions face à un problème. C'est ça. Au total, donc, il y a 50 solutions. Bon, c'est un livre très complet, avec un état de fait sur tous ces points. Alors évidemment, après, on peut toujours interpréter, dire oui, mais on a besoin de faire de la dette pour investir, etc. Sauf que là, quand même, nous sommes à plus de 3300 milliards de dettes, même davantage, écrivez-vous, si l'on tient compte des engagements en fait de la France. Voilà. D'ici 2030, le coût de la dette va être le premier poste de dépense de notre budget. Absolument. Non mais ça c'est... On va s'approcher des 100 milliards annuels. Ouais, c'est ça. 55% de notre dette est détenue par des étrangers. Oui. Ça veut dire qu'on n'a plus notre destin entre les mains ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, sur le stock de dette négociable de la France, c'est 53% qui est détenu par des non-résidents. Ouais. Et surtout, ce que j'explique dans mon chapitre aussi, c'est que la dette à court terme, celle qu'on fait rouler très très vite, qu'on emprunte pour quelques mois, celle-là, elle est souscrite à plus de 80% par des non-résidents. Donc ça veut dire que ce sont de plus en plus des étrangers qui nous prêtent, et que les Français aussi ont un désamour qui est de plus en plus identifié pour la détention de la dette française. Donc quand on nous dit que les Français comprennent pas la question de la gestion publique, ils comprennent très très bien en fait. Alors ce sont les conseillers en fait, banquiers ou autres. Pas que. Aussi ceux qui placent en assurance vie, etc. Ils disent ah oui mais moi je voudrais pas trop avoir de dette française à l'intérieur de mes placements. Et donc ça accroît une crise de confiance quoi. Mais bien sûr, mais surtout je crois qu'il faut qu'on arrête de dire que les Français comprennent pas ce qui se passe. Ils comprennent très très bien, beaucoup mieux que ce qu'on croit. Et moi, je suis toujours frappée, en fait, de voir que finalement, on a une sorte de pudeur pour dire ah là là, il faut pas trop en dire parce que finalement, ça va inquiéter les gens. Non, je pense qu'il faut au contraire leur dire la vérité. C'est ce que j'essaie de faire avec ce livre, avec les travaux qu'on mène à la Fondation IFRAP. Et ce qui m'a beaucoup finalement choqué ces derniers temps, c'est d'entendre certains qui connaissent très très bien les sous-jacents de nos finances publiques et qui disaient finalement, on attend l'arrivée du FMI. Oui, c'est ça. Le FMI pour gérer la France, comme le FMI l'a fait avec la Grèce, quoi. En fait, ils disent on ne sait pas faire des réformes, on ne sait pas économiser, donc voilà. Enfin, à un moment ou à un autre, alors on ne sait pas quand. Moi, personne n'a une date, évidemment. Mais je trouve ça extrêmement lâche, en fait. Est-ce qu'on peut dire tiens, on va pas trop dire les choses aux Français et puis on va juste attendre en fait que ça se dégrade. Et vous avez vu dans le livre, je commence par ça, 95% de nos compatriotes pensent que la France est en déclin. Ouais. Les Français en ont conscience, quoi. Mais beaucoup plus. Alors que quand il y a 10 ans, on disait, certains écrivaient le déclin de la France, on disait faut arrêter, c'est déclinologue. Non, mais la France est puissante, elle a beaucoup d'atouts. C'est vrai qu'elle a des atouts, et c'est ce que vous dites d'ailleurs. Quoi. Mais moi j'y crois. Mais il faut avoir du courage, quoi, évidemment, pour prendre des réformes. Ce que je dis, c'est que ce livre est absolument pas un livre de déclinologue, parce que ceux qui sont déclinologues, finalement, c'est ceux qui laissent passer les trains et laissent la France s'enfoncer et ne font pas les réformes, et qui finalement entérinent un État où on va décrocher de plus en plus des autres pays. Alors qu'au contraire, il faut pas grand-chose. Et d'ailleurs, je montre dans le livre, en annexe du livre, je donne plusieurs exemples de pays qui, à un moment ou à un autre, ont eu des crises des finances publiques, que ce soit la Suède, les Pays-Bas, que ce soit le Portugal, etc., qui ont eu à finalement baisser la dépense. Et dans ces pays-là, très étrangement, ils ont réussi à baisser la dépense en valeur, en milliards. Parce que nous, on nous dit toujours... On va baisser la dépense, on fait des économies, mais en fait, en milliards, ça monte. Et d'ailleurs, on l'a montré dernièrement, et je le dis dans le livre, entre 2024 et 2025, c'est 40 milliards de plus de dépenses publiques. C'est pas 30 milliards de moins. Et il y a eu une envolée ces 10 dernières années de notre dette. Une envolée incroyable. Qui est due à quoi, alors qui est due énormément à la suite du Covid. Il y a une sorte d'emballement, c'est-à-dire que on est parti sur des dépenses soi-disant exceptionnelles, mais en fait on a énormément cranté de dépenses qui sont devenues des dépenses pérennes. Par exemple sur tout ce qui est Ségur de la santé, etc., des primes en plus, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'en face on a plus de qualité de soins, de travail, etc. Moins d'absentéisme dans les hôpitaux, par exemple. Donc, on n'a pas du tout,
déterminer les hausses de dépenses, les hausses de rémunération par rapport à plus de travail en face. Donc, on n'a pas une meilleure qualité. Au contraire, on a une productivité de la France qui s'est effondrée. La Banque de France le dit. Oui, c'est ce que j'ai vu, oui. La productivité qui a baissé baisse, de plus de 8% depuis le Covid. C'est la Banque de France qui le dit. Et donc, avec tout ce qui s'est passé pendant le Covid, on a fait du quoi qu'il en coûte, on a fait du chômage partiel, on a arrêté le travail, on a subventionné tout le monde pour pas travailler. Le tout gratuit, vous dites à un moment donné dans votre livre. C'est une catastrophe en fait. Et d'ailleurs, aucun autre pays n'est allé dans un niveau aussi important, parce que ce qu'il faut bien se dire, c'est que nous, on partait déjà d'une dépense publique qui était très très haut par rapport à la richesse nationale. Donc il aurait fallu qu'on fasse plutôt moins que les autres pays. Mais nous, il fallait sauver peut-être aussi le pays. Certains disent oui, ça a permis d'avoir de la finance qui soutenait. Voilà, c'était comme une piqûre. En partie oui, mais en réalité, on est allé beaucoup plus loin, par exemple, que les Allemands pour arrêter complètement l'économie. Des chefs d'entreprise que je connais bien qui me disaient, mais moi j'ai des usines en France et j'ai des usines en Allemagne. Les usines en Allemagne, elles tournaient à 100%. En France, ils avaient peine à tourner à plus de 20 ou 30% parce qu'ils avaient le préfet, les syndicats sur le dos pour pas continuer à produire. Alors que... Mais le Covid a bon dos quand même, Agnès Verdier-Molinier, parce qu'il y a eu, avant déjà, il y avait une dette qui était très forte et qui s'accélérait. Mais on était à moins de 100%. C'est-à-dire que nous, à l'époque, avant le Covid... Vous imaginez ce que vous dites? On était à moins de 100%. Moins de 100%. Ça veut dire que... Non, mais on était déjà très haut. On était à 98% de la richesse nationale. Et nous, à la Fondation IFRAP, à l'époque, avant le Covid, on disait il faut tout faire pour éviter justement de continuer à faire monter cette dette par rapport au PIB. Et puis est arrivée cette crise du Covid, ce quoi qu'il en coûte, qu'on peut dire assez débridé en fait, sans contrôle. Et puis derrière, nous on a dit attention, il y a d'énormes fragilités de la dette française. C'était ces obligations indexées sur l'inflation. On en a beaucoup parlé ensuite, mais nous à la Fondation IFRAP, on a été les premiers à en parler. Je rappelle tout ça dans le livre avec le coût de la charge de la dette qui était aussi liée à cette inflation. Nous, on a dit attention, après le quoi qu'il en coûte, quand on arrête l'économie comme ça et qu'on dépense à tout va, forcément, on va avoir une augmentation des prix. Ça aussi, on l'a pas dit aux Français. On n'a pas dit c'est génial, c'est le quoi qu'il en coûte, c'est l'argent magique, mais derrière, vous allez avoir une inflation énorme. Agnès Verdier-Molinier, certains politiques disent, c'est pas si grave que ça, la dette, parce que nous sommes riches, le pays, on pourra toujours faire face à cette situation de notre endettement. Je dirais qu'ils disent même pire que ça. Ils disent on est la France. Alors on est la France, donc en fait tout est permis. Et il y a une sorte d'idée que nous, on ne pourrait pas avoir un emballement des taux sur notre dette, que ça ne nous arrivera pas. Qu'on n'aura jamais besoin de faire intervenir la Troïka, le FMI avec la Commission européenne et la BCE comme en Grèce, parce qu'on n'est quand même pas la Grèce. Et là, il y a une sorte de snobisme qui génère en fait du déni. C'est-à-dire ne pas vouloir voir que, non, à un moment, les arbres ne grimpent pas jusqu'au ciel et on ne peut pas emprunter tous les ans 300, 400 milliards. Alors là, cette année, c'est plus de 300 milliards qui est prévu. C'est prévu. Mais alors, avec tout ce qui se passe en ce moment, on dit on va passer en économie de guerre, on va dépenser beaucoup plus pour la défense. La défense, c'est 50 milliards de budget en 2025. Donc si on veut monter... Si on veut monter, on va faire comment? Parce que des économies, peut-être ailleurs. Justement, c'est là que ça rend le sujet encore plus d'actualité. Absolument, et c'est ce que vous allez nous dire, parce que après cet état de fait, ce tableau, vous allez nous dire, dans tous les secteurs, désindustrialisation, dette, réglementation, le travail, le mur de l'assistanat, le mur de l'insécurité aussi, qui coûte très cher, entre 150 et 200 milliards de dépenses, par exemple, pour la politique de la ville, depuis les années 2000. On va voir vos solutions dans un instant, et si vous voulez poser une question à Agnès Verdier-Molinier, vous êtes les bienvenus. 0826 300 300 sur Sud Radio, Radio Libre. Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face, et merci de nous écouter parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Par exemple, la chaîne YouTube, 1 million d'abonnés, quasiment. On est tout près, on a 1 million d'abonnés. Vous voyez, vous parlez de chiffres, Agnès Verdier-Molinier, Sud Radio continue de progresser énormément avec des écoutes en direct, des écoutes en replay. Bien sûr, vous téléchargez l'application sur votre téléphone, les enceintes connectées. Ça nous permet, il y a des solutions partout, évidemment, pour pouvoir écouter. Comme vous trouvez des solutions face au mur. Mur de la dette, désindustrialisation, normes, assistanat, insécurité. Vous dites, Agnès Verdier-Molinier,
il y a dans chaque secteur, vous proposez 10 solutions dans chaque secteur, ça fait 50 au total. Les principales. Déjà, ça fait 50 ans qu'on est en déficit. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que ma génération, on n'a jamais connu un budget à l'équilibre quasiment. Depuis 74. C'est ça. C'est incroyable de se dire ça quand même. Ouais. Et 50 idées, 50 propositions qui sont pas non plus très, très, très différentes de ce qui a été appliqué ailleurs. En fait, ces propositions, je les ai prises tout à fait justement dans l'exemple de ces différents pays qui ont à un moment baissé leurs dépenses publiques et qui ont rebondi derrière. Ouais. Donc ça, c'est possible, ça n'a rien de très original. Qu'est-ce qui pèse et qui nous entraîne vers le fond sur la dette publique, justement, sur les dépenses? C'est la dérive des dépenses sociales. Hein. Là, on parle en ce moment beaucoup de dépenses régaliennes, de dépenses militaires. Les dépenses militaires de défense, elles étaient autour de 5% dans les années 60. Aujourd'hui, on n'arrive pas à aller à 2% de la richesse nationale. Et notre dépense de protection sociale, c'était autour de 14% à l'époque. Et maintenant, on est un peu en dessous des 32% par rapport à la richesse nationale. Donc, vous voyez, ça a doublé sur les dépenses de protection sociale. Et ça a été plus que divisé par 2 sur les dépenses de défense. Si on diminue les dépenses sociales, il va y avoir des gens qui vont se retrouver mal. Déjà, certains qui ont du mal à joindre les deux bouts, non? Mais pas forcément. Pas forcément. Parce que sur la question des retraites, par exemple, en fait, l'idée, comment on produit la richesse? En travaillant. Oui. En produisant en France. Ouais. Alors là, je fais une parenthèse, sur le temps de travail, le 3e plus faible en Europe, aujourd'hui. 1673 heures pour un temps complet. Ouais. Alors que si on voulait être à la moyenne des pays européens, c'est plutôt 1800 heures par an travaillées pour un temps complet. Alors avant, on disait, oui, mais on est plus fort, on travaille mieux, on a une meilleure productivité. Non, parce que la productivité a chuté énormément. Justement, encore plus, surtout depuis le Covid. Donc, c'est pas l'idée, on va pas faire des économies en mettant plus de pression sur nos concitoyens. C'est pas du tout ça. C'est ça qu'on comprend pas, en fait. Si on travaille plus longtemps pour les actifs, mais ça rapportera à tout le monde. Ouais. Ça permettra de financer les retraites, ça permettra d'avoir aussi des salaires pour ceux qui travaillent, etc., etc. En fait, c'est ce qu'ont fait tous les pays autour de nous. D'ailleurs, certains, notamment le président de la CPME, disaient il faut faire un système de régime automatique en fonction de l'espérance de vie. Oui, bien sûr, mais tous les pays... Pour les retraites. Mais tous les pays qui ont appliqué ça, aujourd'hui, sont déjà à 66 ans ou 67 ans. Moi, j'ai regardé partout en Europe, là où c'est appliqué. 66 ans, 67 ans. Là, il y en a qui vont avoir les cheveux hérissés en vous écoutant, en disant mais moi, je ne vais pas continuer jusqu'à 66, 67. Mais c'est ce que je propose dans mon livre, tout simplement, 66 ans en 2033. Mais parce qu'en réalité, si on avait le vrai débat dans le conclave des retraites, là, on serait, avec les syndicats, on ne serait pas en train de se dire comment on pourrait retourner à 62 ans, parce que ça, c'est juste... en fait, pas la réalité des choses, ce n'est pas possible. Après, ça dépend des secteurs, évidemment. Agnès Verdier-Molinier, non, il y a des secteurs. Réalité, à 66 ans, charpentier, c'est compliqué quand même, non? Mais en réalité, la réalité des choses, c'est qu'on vit de plus en plus longtemps. Oui. Et par exemple, à la SNCF ou la RATP, on considère qu'il y a une pénibilité très importante. Ce sont eux qui ont parmi les plus grandes espérances de vie à partir du jour où ils partent à la retraite. Ils ont 26, 27 ans à la retraite. Ah oui. Avec l'espérance de vie qu'on a, si on continue, on finira par passer parfois 30 ans, 35 ans à la retraite. Et vous pouvez payer quelqu'un 35 ans à la retraite dans les années futures. Avec une dépense maladie en ayant bientôt... très élevée. Oui, les EHPAD, etc. En plus, en ayant de moins en moins d'actifs pour payer de plus en plus d'inactifs. Ce n'est pas possible. Et c'est là qu'en fait, on se dit qu'on a des débats qui ne disent pas la réalité à nos concitoyens. Même quand un politique arrive pendant une campagne électorale et dit « Moi, c'est la retraite à 60 ans ». Mais non, mais on devrait tout de suite lui dire « Écoutez, monsieur, vous n'êtes pas sérieux ». Comme quand Anne Hidalgo avait dit on va doubler les salaires des professeurs, là quand même ça avait fait tilt.
et ça n'avait pas pris. Donc, mais à un moment, il faut peut-être voir la réalité des chiffres en face et se dire que le problème de la France, c'est avant tout dans la dépense publique, le fait qu'on travaille pas assez longtemps, mais aussi qu'on est suradministré. Et ça, nos concitoyens le comprennent très très bien. Ah bah alors ça, sur la suradministration, les réglementations dont on a beaucoup parlé, notamment à travers l'agriculture, mais pas que, les entreprises d'une façon générale, les particuliers, voilà, la réglementation augmentée. Il y a un chiffre qui est très intéressant que vous sortez dans votre livre, Face au mur. Il y avait dans les textes de réglementation 23 millions de mots il y a quelques années, en 2002. Aujourd'hui, les mots sont passés à 45 millions. C'est un vrai signal, quoi. C'est-à-dire qu'on a une inflation des mots et des normes, quoi, et des réglementations. Bah forcément. On a tellement d'organismes publics, on a tellement de strates publiques. Ça encourage à créer toujours des nouvelles réglementations, des nouvelles normes, etc., etc., des nouveaux articles de loi. Résultat, on en arrive à des extrémités comme arrêter une autoroute qui est en construction depuis plusieurs années, sur lesquelles on a dépensé déjà 300 millions d'euros, 70% du budget. Et là, on met tout le monde à l'arrêt avec 1000 personnes qui travaillent dessus. Enfin, c'est complètement fou. Et d'ailleurs, c'est le code de l'environnement qui a été parmi ceux qui a le plus inflaté, on va dire. Puisque... Alors peut-être parce qu'il y avait aussi des abus de l'autre côté. Enfin, le code de l'environnement, il a été multiplié par 10. Oui, c'est vrai. Il est passé de 100 000 mots à plus d'1 million de mots. À 100 000 mots à 1 million de mots. Bah oui. C'est vrai. Et donc, à un moment, le sujet, c'est pas que le nombre de normes, le nombre de mots, etc., mais c'est aussi le nombre d'agents qui sont dans nos administrations. Et alors, moi, on me dit, mais vous proposez de supprimer un certain nombre de postes publics, etc., etc. Alors, on me dit, personne voterait pour quelque chose comme ça. Bon, je leur dis, attendez, Nicolas Sarkozy a proposé quoi? De baisser le nombre d'agents publics. Emmanuel Macron, il avait proposé quoi? De baisser le nombre d'agents publics. À chaque fois, est-ce que ça a été fait? Non. Et quand on regarde, par exemple, au ministère de la Santé, on a plus de 10 000 personnes qui travaillent au ministère de la Santé. À la CNAM, à la Caisse nationale d'assurance maladie, qui est une sorte de deuxième ministère de la Santé en France, on a plus de 2 000 personnes qui y travaillent. On a 70 000 personnes dans les caisses primaires d'assurance maladie. On a donc des personnels qui doublonnent entre toutes ces structures. Mais... en réalité, on n'ouvre pas la boîte pour dire combien ça coûte tout ça. La Cour des comptes le fait, non? Un Elle petit publie peu, des rapports. mais par exemple, on dit... oui, mais c'est pas suivi des faits, on dit il y a 14 ou 15 milliards de dépenses pour distribuer l'argent de la santé, pour rembourser les usagers, puisque on est un peu quand même les usagers de l'assurance maladie. Et on dit, bah oui, c'est trop cher parce qu'il y a à la fois l'étage de l'assurance obligatoire, que tout le monde connaît, la caisse primaire d'assurance maladie, et puis la complémentaire qui est devenue aussi obligatoire. Dans n'importe quel autre pays, on n'aurait pas 2 étages qui traitent les mêmes feuilles de soins. On aurait un seul étage avec une concurrence au premier euro, c'est-à-dire on choisirait chacun son assureur qui gérerait aussi la part obligatoire de l'assurance maladie. D'ailleurs, c'est ce qui se passe pour les profs. Les professeurs ont la mutuelle générale de l'enseignement national, la MGEN, qui est en délégation pour la part obligatoire de l'assurance maladie et qui s'occupe de tout. Donc, à un moment, pourquoi est-ce qu'on paye 2 fois avec l'argent des Français? Mais c'est pareil partout. Pour distribuer les 130 milliards d'aides sociales sous critères de ressources, le RSA, l'allocation adulte handicapé, les allocations familiales, etc., etc. Pour distribuer ça, c'est 9 milliards d'euros par an. Rien que pour la distribution. Mais c'est énorme. Vous savez que le coût de distribution de l'ensemble des dépenses de protection sociale, c'est 47 milliards d'euros par an. C'est presque le budget de la défense. Vous voyez? Donc, et c'est beaucoup plus cher que dans les autres pays. Nous, on a fait le ratio. On est sur 10 milliards de plus par rapport à la moyenne des pays de l'Union européenne, tous les ans. Donc là, on a des économies énormes à faire. Ça ne ferait pas baisser la qualité des soins pour les Français. Ça ne ferait pas baisser la qualité du service public. Et ce que je pense, c'est qu'au contraire, ça la ferait augmenter. Ce que vous dites, c'est une norme votée, une norme supprimée pour éviter cette inflation normative, quoi. Mais oui. Mais vous vous souvenez quand la loi climat-résilience a été votée? C'était en 2021. Ça a instauré quoi? Les zones, les ZAN, là, les fameuses ZAN, les ZFE, zéro artificialisation nette, les ZFE, là où on ne peut pas rentrer avec certaines voitures dans les agglomérations.
les DPE, où on dit oh là là, vous avez un logement classé F ou G, alors vous n'allez plus pouvoir le louer. Bon. Et au bout d'un moment, on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment on a pu accepter de voter tout ça? Et nous, à l'époque, à la Fondation IFRAP et dans de précédents travaux, on dit mais on ne peut pas mettre en place autant de contraintes, ça va coûter des milliards. Mais à l'époque, il ne se passe rien. Ouais. Hein, et c'est que quand on commence à adopter les mesures et qu'elles rentrent vraiment dans le quotidien des Français, qu'on dit mais comment on a pu faire ça? Mais à l'époque, on regarde l'étude d'impact et on dit mais il n'y a rien dans cette étude d'impact. Il n'y a pas de véritable étude d'impact. Il n'y a pas le nombre. Vous savez, depuis la réforme constitutionnelle de 2008 de Nicolas Sarkozy, il y a une obligation sur chaque projet de loi pour que le ministère additionne au projet de loi une étude qui dit qu'est-ce que ça va faire dans le quotidien des Français et dans notre économie. Dans cette étude d'impact sur la loi climat-résilience, j'encourage tous nos auditeurs à aller y jeter un petit œil. Il n'y avait rien sur le nombre d'emplois détruits ou créés, sur le coût pour les ménages, le coût pour les entreprises, de toutes ces normes supplémentaires qu'on adoptait. À l'époque, nous, on dit, mais c'est des milliards, on ne le dit pas. Et pour autant, ça passe crème, tout ça, parce qu'il y a eu une convention citoyenne. Et on se dit, mais finalement, notre démocratie est un peu malade de cette bureaucratie, de cette surréglementation. Ouais. Et résultat, on se retrouve sur ce que vous avez évoqué là autour du logement. Bah, aujourd'hui, c'est-à-dire avec les ZAN, les zones d'aménagement, où on est en train de revenir dessus, hein, comme mais bien sûr. sur le logement, parce que sinon le pays est complètement paralysé. On a une crise du logement comme on n'avait pas vu depuis des années et des années. Nous poursuivons avec vous, avec cette loi climat-résilience, on devrait suspendre toutes les normes de la loi climat-résilience. Et revoir les choses, quoi, parce qu'il faut prendre des décisions, bien sûr, pour protéger notre environnement. La question de CSRD, des nouvelles obligations environnementales des entreprises. Là, la Commission européenne est en train de faire marche arrière. Mais au lieu de dire je supprime totalement, ils disent mais il y aura 80% des entreprises qui finalement ne seront pas concernées. Ça, c'est quelque chose d'assez important, hein, cette nouvelle réglementation pour les entreprises. On va en reparler dans un instant parce qu'il y a énormément de choses. On va continuer sur vos solutions, Agnès Verdier-Molinier. Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. Nous sommes face à un mur. Alors, on peut encore le contourner, éviter de s'écraser, de s'effondrer dans le mur. Ce qu'écrit Agnès Verdier-Molinier autour de la dette, la désindustrialisation, les normes, l'assistanat, l'insécurité aussi, parce que ça coûte très cher, hein, autour du trafic de drogue, autour évidemment le coût de la délinquance, les prisons. Les émeutes ont coûté très cher. Les émeutes 1 milliard d'euros. Oui, c'est ce que vous 2023. Combien ce sera la prochaine fois? Oui. Parce que finalement, derrière, il n'y a pas tellement de punitions. Hein. J'ai fait le calcul dans le livre que sur 50 000 émeutiers, c'était l'estimation à peu près, c'est difficile de savoir le nombre exact, on peut considérer qu'il n'y a que 0,76% qui ont fini par avoir une peine d'emprisonnement. Est-ce que ce qui se passe aux États-Unis, alors sur certains plans, pas sur l'ensemble, mais avec Elon Musk qui a décidé de mettre un coup de booster sur l'ensemble des services publics, c'est un peu l'équivalent, sauf qu'il est revenu un petit peu, il a fait du rétropédalage, etc. Parce que là, il y est allé, comme il l'a dit, à la tronçonneuse, il avait sorti la tronçonneuse. Est-ce que ça va avoir des conséquences et des impacts? Est-ce que vous le sentez, vous, en France et en Europe? De toute façon, à partir du moment où Trump est arrivé au pouvoir, clairement, la Commission européenne a commencé à reculer à ce moment-là sur CSRD, sur... CSRD, c'est les nouvelles réglementations pour les entreprises. Réglementation, c'est du reporting. En fait, c'est des rapports qu'il faut faire sur tout ce qui est respect environnemental. Qu'est-ce que vous faites dans votre entreprise? C'est des centaines et des centaines d'indicateurs à remplir. Rien que pour une entreprise de taille intermédiaire à une grosse PME, c'est un coût sur 2 ans de 800 000 euros. C'est gigantesque. Là encore, c'est un coût énorme de réglementation, et tout d'un coup la Commission européenne fait ce qu'ils appellent leur omnibus, et alors ils essaient de simplifier, et c'est presque
drôle par certains aspects, parce qu'on se dit... Et vous pensez que c'est lié à Musk et Trump? Mais complètement, parce qu'on ne peut pas avoir un pays et une Union européenne qui ne fait que réglementer, alors que chez eux, ils font que déréglementer et qu'ils attirent les entreprises. Oui. Parce que la et bataille... puis de l'autre côté aussi, en Chine, etc., bien sûr. Non, mais la bataille qui se joue, la compétition qui se joue, c'est pour attirer la production, notamment aux États-Unis. Et qu'est-ce qu'a dit Bernard Arnault ces derniers temps? Il a dit très clairement les choses. Et il a dit, mais moi, on m'attire plus pour produire aux États-Unis que finalement en Europe. Et qu'est-ce qui se passe sur l'automobile? J'y consacre un chapitre entier. Oui, exact. Oui. Avec cette date terrible de 2035 où on dit qu'il faut avoir 100% des nouveaux véhicules électriques, alors que... Dans la production. Oui, dans la vente. Alors que ni la Chine, ni les États-Unis ne s'auto-infligent une telle purge. En disant, il faut jouer d'ailleurs sur plusieurs modèles, quoi. Il faut des modèles qui respectent mieux l'environnement, mais pas forcément que de l'électrique, quoi. Mais par exemple, dans le mix américain, dans l'électrique, ils comptent aussi les hybrides, et ils disent 50%, et ils disent pas 100%. Nous, on est jusqu'au boutiste, mais totalement jusqu'au boutiste, à un point que certains se posent la question de est-ce qu'on va continuer à avoir une industrie automobile dans les prochaines années, notamment en France, alors qu'il y a plus de 300 000 emplois directs et que déjà on savait qu'il y avait un risque de destruction d'environ 60 000. Alors combien il va y avoir de destruction dans l'automobile? Et alors après, on est les mêmes qui sont en train de dire il faut aller au maximum du maximum sur les véhicules électriques, disent ah là là, c'est terrible, il y a des plans sociaux. Oui. Alors, vous parlez de certains syndicats, quoi. Mais non, mais mais pas que les syndicats, mais aussi des politiques. Donc là, sur la date de 2035, il est évident que la Commission européenne devrait dire mais on repousse cette date ou alors on change le mix et on dit bah voilà, comme aux États-Unis, on fait 50-50, 50% de véhicules thermiques. En plus, il peut y avoir de la recherche, de l'innovation qui permettent aux moteurs thermiques de devenir de plus en plus propres, voire propres complètement. Donc, mais alors c'est l'exploitation des hydrocarbures aussi, du pétrole, tout ça qui a un coût aussi pour l'environnement, quoi. Donc, mais bon. Mais le sujet, c'est que les Chinois, par exemple, ils interdisent pas le moteur thermique dans les prochaines années. Donc, il faut qu'on soit peut-être plus réaliste et qu'on arrête de s'auto-infliger finalement des mesures qui derrière vont détruire de l'emploi marchand, parce que c'est ça le sujet. Et vont détruire de la richesse et finalement faire dégringoler, parce qu'on dit aussi qu'on a perdu en PIB par habitant entre les États-Unis et l'Europe. Et ce qu'on voit, c'est que entre la France et les États-Unis, aujourd'hui, on a un écart énorme entre la richesse par habitant. Et alors que c'était pas le cas il y a quelques années, on était beaucoup plus proches. Donc là, on a un décrochage. Et ce décrochage, il est lié aussi au fait qu'on produit moins qu'on devrait produire, notamment dans l'industrie. Ouais. Merci beaucoup Agnès Verdier-Molinier, c'était aux éditions de l'Observatoire, Face au mur, et les solutions pour s'en sortir, on n'a pas pu évidemment toutes les évoquer, mais il y en a énormément, il y en a 50, 10 par chapitre, bien sûr. Dans un instant, merci Agnès Verdier-Molinier d'être venue ce matin. Dans un instant, Valérie Expert, Gilles Gansman, la partie média, et ensuite les débats tout au long de la journée et le retour d'André Berkoff ce midi.